victoire pour le capitaine décapité. Bonjour, vous écoutez Comme en passant, merci de me retrouver pour le 5e numéro de ce podcast dans lequel nous tenterons ensemble de faire cap sur la fuite. Elle serait le plic-ploc dans la salle de bain, révélée parfois par d'étranges boursouflures sur un plafond d'appartement, causées par on ne sait quelle usure ou imperfection. Elle serait la mémoire qui flanche, un souvenir qui disparaît dans des abîmes. Elle serait même le temps, ou un temps tout entier, le passé. Elle serait de grands mouvements de population, des flux migratoires, des flux de données. Elle serait encore une action désespérée, ou au contraire pleine d'espoir. Un homme qui s'évade d'une prison, ou dans les pages d'un livre. Elle, c'est la fuite. Mais qu'est-ce qui fuit alors ? Qui fuit ? Pour aller où ? Comment et pourquoi ? Par où ça passe une fuite ? Il faut bien se poser des questions bêtes pour préparer le terrain à notre enquête. Une enquête qui prendra place dans plusieurs numéros de Comme en passant cette année, au gré de la réflexion, des agendas de chacun, et peut-être d'une pensée souterraine involontaire, une idée qui m'échappe et pourtant fait tout à ma place. Et toutes ces choses que certains mettent en place pour les éviter, ces fuites, ces mesures pour empêcher, retenir, colmater, récupérer, maintenir en lieu et place, tout cela est-il à notre portée, nous qui voulons attraper ceux qui s'éloignent ? Nous allons voir dans ces numéros de Comme en passant les occurrences, les synonymes, les situations, les points communs, peut-être même des fausses fuites. Moi, je vois la fuite sous 3 angles particuliers. Le premier, ce serait la fuite au sens d'une fuite du danger, s'enfuir face à un danger imminent ou plus progressif. Ensuite, la fuite davantage dans la sphère de la lâcheté, un petit peu la dérobade, l'extraction à une situation donnée à laquelle on ne peut pas faire face. Et la troisième, qui serait davantage la fuite intime, personnelle, qui là, pour le coup, se rapprocherait davantage de la poésie, de l'art ou de la littérature dans tous les sens du terme, c'est-à-dire fuir en lisant, fuir en écrivant, fuir en disparaissant en fait du milieu de la vie de l'homme. Donc la première fuite, cette fuite du danger, prenons les camps comme exemple. Effectivement, le danger est là, permanent, imminent. Quoi qu'il advienne, si c'est pas un danger immédiat, c'est un danger qui peut s'étendre sur une période beaucoup plus longue, mais qui conduit parfois nécessairement à la mort. Donc, la fuite, ce serait, prenons les choses de manière extrêmement terre à terre, ce serait la tentative d'évasion. Mais la tentative d'évasion, en fuyant, justement en fuyant le danger, on le démultiplie. Puisque pour fuir le danger, il faut prendre le risque, justement, de réussir son évasion ou de la louper, et la louper veut dire la mort. Donc de toute façon, la fuite du danger, pour moi, c'est toujours la fuite de la mort. La fuite d'une mort certaine, qu'elle soit immédiate ou différée. Donc, par exemple, je pense à un détenu d'Auschwitz, qui est le seul à avoir réussi à fuir, qui s'appelle Rudolf Verba, qui a d'ailleurs écrit un livre, qui s'appelle « Je me suis évadé d'Auschwitz », il expliquait bien qu'il y avait une question de choix rationnel. C'est-à-dire, soit on restait avec le risque quasiment à chaque minute de mourir, peut-être bien sûr qu'on s'en sortait, mais comment savoir ? Comment savoir d'abord la durée de tout ça, ce qui allait advenir de nous et de l'équipe dans laquelle on était, les heures, les jours qui suivent. Et l'autre possibilité est effectivement de trouver quelque chose d'assez intelligent, d'assez subtil, d'assez rusé, pour pouvoir fuir, donc s'extraire des barbelés du camp, sans se faire avoir, et se faire avoir, qui voulait dire évidemment la mort, mais là pour le coup la mort immédiate, sans aucun espoir de retour. Donc il y a vraiment ce choix rationnel que Verba a bien utilisé, bien mis en valeur. Il choisit finalement de réfléchir suffisamment pour fuir de manière à tromper les gardes nazis, l'organisation du camp. Et il a cette idée absolument géniale, puisque à chaque soupçon de fuite, il y avait une recherche dans les quelques kilomètres qui environnaient le camp. Il décide effectivement de ne plus répondre à l'appel,
à se cacher quelque part, mais à l'intérieur du camp. Ce qui fait que, au bout de 2-3 jours de recherche, évidemment à l'extérieur, tout a été abandonné. Et il a pu partir tranquillement une nuit. Et donc, évidemment, il a réussi, après de très 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 nombreuses péripéties au cours desquelles il a cru mourir justement à plusieurs reprises, il a réussi à s'enfuir et à aller raconter. Mais donc cette fuite du danger, pour moi, elle est extrêmement symbolique dans ce récit. C'est fuir le danger, parfois en étant obligé de le démultiplier, mais au prix de la liberté. Voilà. Alors ça, fuite du danger. Ensuite, fuite par lâcheté. À la rigueur, on peut continuer sur le même sujet. Continuons sur les camps de la mort, les camps de la Shoah, les camps de la Seconde Guerre mondiale. Prenons le cas de la collaboration. La collaboration passive, bien sûr, puisque cette collaboration passive, que beaucoup ont appelée passive, pour, par exemple, désigner ceux chez qui un juif ou une famille juive sonnait, et cette personne refusait de les héberger, voire même faisait comme s'il ne les connaissait pas alors qu'il les côtoyait depuis plus de 15 ans. Bon, ça c'est arrivé très souvent, donc ça c'est une fuite, c'est une dérobade par lâcheté, là aussi une fuite d'un danger, mais d'un danger qui n'est pas immédiat, d'une projection d'un éventuel danger, donc une véritable peur, une angoisse, qui donc est traduite par une dérobade et effectivement une fuite vers la simplicité, le silence absolu, faire en sorte justement de se faire le plus discret possible pour ne surtout pas éveiller le moindre soupçon et qu'il n'arrive absolument rien. Bon, ça on a énormément d'exemples dans la collaboration de ce genre. Par ailleurs, et ça pour le coup, pas forcément la collaboration passive, ça peut être aussi la collaboration active, on peut dire qu'au sein de ces comportements, il y a une double dérobade et une double fuite. Parce que ces mêmes personnes qui ont fui face aux éventuelles responsabilités qu'elles pouvaient avoir pour aider telle ou telle famille, au moment de la libération, ont également fui au moment de rendre des comptes de leur comportement. C'est-à-dire qu'elles ont quasiment nié leur attitude, en disant que non, pas du tout, elles avaient su beaucoup aider, elles avaient su justement être à la hauteur de la situation, elles avaient su braver le danger. Donc une nouvelle fuite, de façon à ne pas à tenter en tous les cas de ne pas se voir asséner les conséquences effectivement d'un pareil acte au moment donc de la libération en 1945. Donc voilà, moi je vois effectivement la fuite en un second temps comme, ou pas forcément d'ailleurs un second temps, comme un deuxième axe possible, comme cette espèce de fuite dans la négation, la lâcheté, le repli, voilà, pour ne surtout pas éveiller quoi que ce soit et ne pas faire de vagues. Voilà, c'est une fuite. Ensuite, troisièmement, effectivement, la fuite davantage axée sur la fuite du monde. Et moi, je vois très souvent la fuite du monde bouillonnant par l'attrait pour la nuit. La fuite vers la rêverie, vers la nuit, vers ce qui est silencieux, calme, frais. Voilà, on s'éloigne un petit peu du tumulte du monde. Ça, c'est une fuite, mais effectivement qui n'est pas moralement connotée, qui n'exige évidemment ni choix rationnel, ni qui est beaucoup plus une fuite de l'ordre, on va dire, de manière très générale, littéraire. Alors, bien sûr, moi, je pense à deux textes. Alors, je pense évidemment aux rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, et je lis simplement ce petit passage qui appartient à la 5e promenade, où il dit « Et pendant qu'on était encore à table, je m'esquivais et j'allais me jeter seul dans un bateau que je conduisais au milieu du lac quand l'eau était calme. Et là, m'étendant de tout mon long dans le bateau, les yeux tournés vers le ciel, je me laissais aller à dériver lentement au gré de l'eau, quelquefois pendant plusieurs heures, plongé dans 1000 rêveries confuses mais délicieuses, et qui, sans avoir aucun objet bien déterminé ni constant, ne laissait pas d'être à mon gré 100 fois préférable à tout ce que j'avais trouvé de plus doux dans ce qu'on appelle les plaisirs de la vie. » Alors là, c'est vraiment, pour moi, le symbole de la fuite pour être au calme avec soi-même. Aujourd'hui, on pourrait qualifier ça, en tous les cas, je pourrais qualifier ça
d'une fuite vers le silence, vers une espèce de sérénité très très loin de l'urgence quotidienne, de l'information qui nous arrive en vagues parfois absolument écœurantes, des réseaux sociaux, d'Internet, de tout ce tumulte qui parfois agite beaucoup pour ne pas faire grand-chose. Voilà, pour moi c'est aussi cette vertu, et je tiens énormément à la nuit, puisque la nuit, quoi de plus symbolique que la nuit pour avoir une impression d'envers du décor, d'être vraiment derrière le monde et le monde qui dort, et personnellement être beaucoup plus efficace dans les impératifs, les tâches à accomplir. Voilà. Alors justement, je pense à un deuxième texte beaucoup plus contemporain, qui est l'Éloge de la nuit de Catherine Clément. Bon, elle parle également de multiples contresens qui peuvent être faits sur la nuit, que ce soit dans le cadre de la nuit effrayante parce que noire, ou le cadre de la nuit ennuyeuse parce que justement silencieuse et sans bruit. Là, c'est beaucoup plus la nuit dans le sens justement totalement inverse, puisque c'est celui du refuge. Alors voilà ce qu'elle dit par exemple. Elle dit « Je suis une fidèle de la nuit et je le prouve. Primo, j'ai appris la philosophie, discipline dont l'emblème est la chouette, l'oiseau favori de Minerve, déesse de la sagesse. Selon Hegel, la chouette de Minerve s'éveille au crépuscule, ouvrant ses quinquets lorsque la nuit arrive. La pensée a besoin de se nourrir du jour pour se former quand les hommes s'arrêtent. Comment penser quand ils sont éveillés? Ils s'agitent, ils usinent, ils roulent, cuisinent, comptent, professent, ils parlementent, ou ils se tuent entre eux, ou bien ils s'entresoignent, et ils ne s'arrêtent pas. Avec vous, la nuit s'est terminée. Ils dorment, on peut penser. » Voilà, donc c'est vraiment tout d'un coup comme un rideau qui se fermerait sur le jour. Les hommes ne sont plus là, on n'entend plus parler, on ne ressent plus bouger, tout est calme, et pour celui qui a envie de fuir et de fuir en lui-même, la nuit est vraiment le lieu idéal. Voilà, donc pour moi, ces trois axes majeurs que m'évoque la fuite du danger, la fuite par lâcheté et la fuite intime, où il est permis justement, pourquoi pas, entre autres activités, de créer, de philosopher, de penser. Voilà. Alors la fuite, ce serait se soustraire à. Par cet acte, l'homme se soustrait à la mort, au risque ou à l'ennui. Celui qui fuit se soustrait, semble-t-il, toujours à quelque chose. Mais est-ce bien raisonnable de comparer ces fuites ? Est-ce que je peux désosser tous ces récits de fuite pour ne retenir que cette définition ? Que faire de tous ces enjeux d'ordre psychologique, physique, moral, vital, tous ces enjeux qui motivent la fuite ? La fuite ne serait-elle pas une épreuve ? Rappelez-vous du capitaine Ahab dans Moby Dick. Moby Dick a fait l'objet du 2e numéro de Comme en passant. Il disait, ce cher capitaine Ahab, du cachalot blanc, Moby Dick, qu'il chassait, qu'il était sa muraille, son épreuve, ce qui échappait à sa compréhension. La fuite est bien comme l'enjeu de penser quelque chose, de le penser vraiment. Quand on essaie de penser, ou même de réfléchir à quelque chose, le risque c'est de laisser filer cette chose. Que ce soit une grande idée philosophique, ou bien une petite situation dans sa propre vie quotidienne, on y réfléchit, mais le risque c'est de louper le sujet, de louper l'essentiel. On laisse filer ainsi des choses, des moments, des décisions à prendre et même des personnes. On laisse filer des possibilités, un avenir, un futur meilleur, ou probablement meilleur. Or la fuite est par définition, semble-t-il, ce qui nous file entre les doigts. Nous ne voulons pas laisser filer cette fuite, la fuite, mais nous sommes obligés de voir que elle est délicate à cerner, à rattraper. Comme on fuit toujours selon un point de vue, selon un point de départ, selon des points de repère, selon un cadre, on en vient à se demander si ce n'est pas qu'un point de vue. Comme si une fuite était fuite selon un observateur, mais une non-fuite selon un autre observateur. Puis, on peut voir des fuites au sein des fuites, puisque dès qu'il y a un déplacement, un changement, un mouvement, une décision, on peut y voir une nouvelle fuite. Alors ça fuit de partout, tout ne serait que fuite. Et donc, est-ce que cela a encore un sens de se demander ce qu'est la fuite ? Est-ce qu'il y a une idée, une notion, un concept de fuite, un quelque chose qu'on puisse nommer la fuite, s'il n'y a que des cas particuliers, des récits différents,
que des fuites singulières. Dans Moby Dick, le capitaine Ahab dit quelque chose qui m'avait très surpris. Il dit « Moi-même, je ne suis que fuite !» Oui, des fuites au sein des fuites. Ahab fuit, on peut dire, la tranquillité de l'esprit pour chasser ce qui ne peut se capturer. Ce qui file au loin, sa grande épreuve, l'obsession peut-être du penseur. Il chasse le cachalot blanc, qui est en fait une proie qui ne fuit pas. Moby Dick est ce qui s'échappe même sans fuir. Est-ce que Moby Dick, le monstre marin, ne révèle pas en Ahab ses propres fuites, les fuites qui sont en lui? Pourquoi Ahab dit qu'il n'est que fuite? Comment sait-il même qu'il y a des fuites en lui? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est étrange à première vue qu'il dise ça. En tout cas, moi, ça me paraît étrange. C'est le seul personnage qui risque tout pour attraper Moby Dick. Il devrait n'être que chasseur. Mais non seulement il remarque les fuites sous toutes ses formes dans le navire, je veux dire celle de l'huile dans la cale du Pécode, celle du navire par des trous dans la coque, mais il refuse de les colmater. Ça ne servirait à rien de colmater les fuites. Cela ne servira à rien, selon Ahab, d'empêcher la fuite d'huile, et ça ne servira à rien d'empêcher la fuite qui se trouve à l'intérieur de soi. Ainsi, il y a des fuites dans les fuites, il y a d'innombrables fuites, mais il y a encore autre chose. Ismaël, le héros du roman, lui qui fuit le train-train quotidien pour partir pêcher la baleine, ne se retrouve-t-il pas dans la fuite de quelqu'un d'autre quand il embarque à bord du Pécode? Lui qui fuyait la terre pour voyager, il se retrouve embarqué dans la fuite d'Ahab. Donc si la fuite est comme l'action de se soustraire à, ce n'est qu'un point de départ et non une définition. C'est un point de départ rassurant dans la mesure où aller plus loin, c'est faire peut-être comme le capitaine Ahab fait dans Moby Dick, c'est-à-dire embarquer dans une folie ou dans un risque pour soi, un risque sans limite, quoi, un danger suprême. Donc ce numéro vous a été présenté par Xavier, moi-même, mais il n'a été rendu possible que par l'extrême gentillesse de David Moscovici, éditeur, que je remercie vivement. Vous avez entendu son intervention sur le sujet de la fuite. Quelques remerciements encore. Je remercie Karine d'une fille un podcast, toujours à l'écoute, Captain Johnson du podcast Yata, dont j'espère vivement qu'il reviendra bientôt cette année. Je remercie Arnaud Doucet du podcast The Bro Clash, donc c'est un podcast sur le cinéma dont je vous recommande vivement l'écoute si vous aimez le cinéma, au sens très large. Je remercie Cécile, que les amateurs du live de l'apéro du Captain connaissent bien. Je remercie Irslo et toute l'équipe de Lifestyle. Vous pouvez retrouver le podcast Comme en passant sur podradio.fr le mardi à 11h, où est diffusé pour l'instant, en tout cas pendant le mois de février, le 4e numéro de Comme en passant. Vous pouvez retrouver également Comme en passant sur comemenpassant.fr, son site internet qui regroupe toutes les informations utiles sur le podcast pour préparer votre écoute des prochains numéros, obtenir des ressources complémentaires sur les sujets que nous avons abordés ensemble. Et puis, toutes les informations utiles si vous voulez soutenir le podcast, voire y contribuer avec votre plume ou votre voix. On se retrouve non pas dans un mois, mais dans 2 semaines. Voilà, c'est la nouveauté. Je ferai un numéro tous les 15 jours, 2 numéros par mois, et on alternera. Enfin, on fera un gros bordel comme j'ai l'habitude d'en faire, mais de temps en temps, ce sera une présentation de texte, ou d'autres choses. J'ai ma petite idée là-dessus. J'ai contacté déjà dans les musées pour voir des petits musées, comme la Maison de Balzac par exemple, voir si on pouvait interviewer quelqu'un qui pourrait nous parler de cette maison, voilà. Et puis je lancerai des sujets un peu comme la fuite très en amont pour vraiment avoir le temps, puisque c'est ça le nerf du podcast, c'est d'avoir le temps d'enregistrer, et puisque s'il y a des intervenants, il faut que ces intervenants qui ne sont pas chez moi devant le micro aient le temps aussi et se motivent pour le faire l'enregistrement. Voilà, donc c'est pour ça que peut-être que dans 2 semaines, le 6e numéro de Comme en passant sera consacré à un texte de Lucien qui s'appelle Philosophe à vendre, que vous pouvez commander maintenant et acheter et lire parce que vous ne
Jeterez pas l'argent par les fenêtres, ça doit vraiment être pas cher, c'est un petit livre de poche. C'est hyper drôle et c'est bien sûr plus que drôle, c'est très malin, intelligent et ça peut être une manière de piquer votre curiosité par rapport à la philosophie sans rentrer, on va dire, dans les sciences. Avec Lucien, avec ce texte-là, vous ne rentrez pas dans la Sorbonne, au contraire, vous rentrez dans ce que la philosophie a de concret, c'est un peu couillon, mais dans ce qu'elle a de drôle aussi, mais aussi, en fait, ça peut nous permettre d'aborder le sujet des prétendants à la philosophie. Donc c'est pas... Enfin, je considère pas ça comme le sujet le plus chiant de la philo. Voilà, au contraire, c'est vif, quoi. Et puis ça peut nous permettre même d'être méchants avec d'autres personnes qui passent à la télé. Donc, je sais pas. Soit sur ce texte-là, donc, soit on continue la fuite avec d'autres interventions. Donc, il y en a au moins. Je pense que pour dans 2 semaines, j'aurai une intervention supplémentaire qui risque de parler d'Escape Room et d'autres choses, de Blade Runner. Donc, j'aimerais beaucoup avoir cet enregistrement. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. En fait, j'ai dû parler de ce thème à une bonne dizaine de personnes et beaucoup ont été tout de suite intéressés. Mais il faut trouver le temps. Donc, je ne veux brusquer personne. Donc, on laisse filer les choses. Voilà. Donc, je vous remercie vivement pour l'écoute de mon podcast et de votre podcast, puisque maintenant il est dans votre smartphone ou sur votre ordinateur. Et vous pouvez, je sais que ça fait un petit peu ringard de dire ça, mais vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes sur le podcast pour l'aider à remonter dans les classements. Et vu qu'on est dans littérature, on est dans culture, littérature, je suis sûr qu'on peut tout défoncer, je suis sûr qu'on peut être premier. Ouais, dans 1 an, on est premier dans la catégorie littérature sur iTunes. Allez, à très bientôt et bonne soirée, bon trajet de métro, bon week-end, faites-vous des bisous. Allez, ciao. Eh bien, c'était très agréable, très sympa de parler ainsi. À une très prochaine fois, je l'espère.